Bonjour, bonjour à tous. On va laisser entrer doucement les participants. Je crois que c'est en train de se faire. Je sais pas si... Je ne sais pas si, si tout le monde entend. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive. En tout cas, déjà pour les personnes qui sont connectées, je vois qu'il y a 13 participants extérieurs. On est ravis de pouvoir faire au moins un séminaire, un petit webinaire sur le deuxième semestre 2021. Et voilà, on est très heureux de clore cette année comme ça parce que d'après ce qu'on a compris avec Noémie, le sujet aujourd'hui va fortement vous intéresser. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'interprétation clinique des indicateurs statistiques, là, ce sera dans la poche en cadeau. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est Christine et vous me voyez? Oui, on t'entend, Christine. Bonjour, bonjour à toutes les trois. C'était juste un test avec Olivier pour savoir si on pouvait donner la parole pendant le webinaire. Donc, je me retire sur la pointe des pieds et j'en profite pour vous remercier beaucoup parce que votre groupe est très dynamique, il y a des webinaires très régulièrement avec beaucoup de succès. Donc, merci pour cette année et on vous retrouve l'année prochaine. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Écoutez, effectivement, on vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire du GIRCISO, du sous-groupe recherche paramédicale. Je ne sais pas, Claire, si tu souhaites qu'on attende encore un petit peu, peut-être que les participants arrivent. Comme vous voulez, c'est vous la chef. On va juste donner quelques petites indications. C'est vrai que le format de ces webinaires, peut-être qu'on changera un petit peu en 2022, fait que vous ne pouvez pas nécessairement prendre la parole. On verra comment ça se passe. Donc, si vous avez des questions à formuler auprès de Claire Duflo, vous les inscrivez dans le chat et Noémie et moi-même, on regarde ça régulièrement. On vous répond pour des aspects logistiques, on vous répond directement et sinon, on intervient auprès de Claire pour qu'elle vous réponde. Claire, je pense que tu peux. Ok, et ben c'est parti. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité à ce séminaire. Donc moi, je suis médecin de santé publique depuis 5 ou 6 ans maintenant et méthodologiste depuis la même période au CHU de Montpellier, où on travaille avec tous les corps de métier. Donc je travaille notamment beaucoup avec Sophie dans l'accompagnement des projets de recherche des paramédicaux, où on constate toutes les deux la motivation et puis les apprentissages rapides en termes de méthodologie de recherche de nos collègues. Donc aujourd'hui, on va faire un séminaire sur l'interprétation clinique des principaux indicateurs statistiques utilisés en recherche clinique. Donc, précisément pour délimiter le champ, quand je parle d'interprétation clinique, c'est un mot qu'on utilise, nous, un peu par abus de langage, par opposition à l'interprétation statistique. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est pas est-ce qu'une différence de moyenne est significative, mais comment est-ce qu'on peut interpréter une différence de moyenne en termes d'impact pour le patient. Donc, essayer de bien comprendre comment fonctionnent ces indicateurs eux-mêmes et ce qu'ils nous disent sur l'efficacité des choses qu'on propose à nos patients.
On va se limiter aux indicateurs utilisés en recherche descriptive analytique, c'est-à-dire qui cherche à mettre en évidence l'impact d'un facteur de risque sur une maladie, et en recherche thérapeutique. Donc là, il suffit juste de remplacer facteur de risque par nouveau traitement. Voilà, parce que c'est des indicateurs qui sont assez homogènes, assez faciles à présenter ensemble. Après, il y a plein de champs de recherche qu'on ne va pas traiter. Donc, les recherches diagnostiques ou de développement de scores pronostiques qui sont assez proches et qui ont des indicateurs statistiques un peu particuliers. Donc, je pense que ça vaut le coup de faire un webinaire là-dessus. Le développement d'échelles, donc par exemple de scores de qualité de vie, de scores de satisfaction, des choses comme ça, où là aussi c'est très spécifique. Et puis, bien sûr, comme on parle d'indicateurs, ça veut dire qu'on est en méthodologie quantitative et on ne parlera pas du tout d'études qualitatives. Mais je sais que vous en avez déjà entendu parler. Donc le plan, alors la méthode, oui, ça va être, donc le but c'est vraiment de ne pas présenter de maths, on ne va pas dépasser le niveau école primaire, mais bon, malheureusement, on a tous oublié ce qu'on faisait à l'école primaire, c'est pour ça que des fois, c'est pas très facile. On va partir de beaucoup d'exercices d'interprétation à partir d'articles de l'International Journal of Nursing Studies. Parce que les stats et l'épidémio, finalement, les explications, elles vont assez vite. Hein, les concepts, ils sont relativement simples, mais ça demande énormément d'entraînement. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut lire des tonnes d'articles avant d'être à l'aise avec ça. C'est pour ça qu'on va partir essentiellement d'exemples. Alors, on va utiliser un outil de vote en ligne où on pourra poser plein de questions différentes. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous connecter grâce à vos téléphones portables au site internet suivant, booklab.com/otjusx. Et comme ça, vous pourrez répondre à des questions au fur et à mesure de la présentation. Donc, sur votre téléphone, il n'y a que les questions qui vont s'afficher. Donc, moi, je vais faire dérouler les diapos. Et quand j'arriverai à une question, automatiquement, elle va s'ouvrir sur votre téléphone portable. Et puis ceux qui résistent encore à toujours au smartphone, pourraient réfléchir à l'ancienne avec un morceau de papier. Et ça marchera bien aussi. Alors, je ne sais pas, Sophie ou Noémie, si vous voyez le nombre de participants. Ah oui, il y en a 21. OK. Donc là, il y en a 8 qui ont pu se connecter à WooClap déjà. Peut-être que dans le chat, je peux mettre l'adresse du site. Ouais, ce serait bien parce que comme il y a les petites lettres à retenir. Hop. Voilà. Bon, il y a déjà une majorité des participants qui sont connectés à WooClap. Comme j'ai mis l'adresse dans le chat, je vais continuer. OK. Donc, on va commencer par repartir vraiment de la base. Alors, désolée pour ceux qui s'y connaissent déjà un peu, mais je vois dans ma pratique qu'il y a plein de choses qui, des fois, restent incomprises pendant très longtemps, même chez des gens qui sont déjà expérimentés en recherche. Donc, on va parler des variables quantitatives et qualitatives. Ensuite, de comment est-ce qu'on les décrit. On va faire un chapitre sur les variables censurées, à la fois leur définition et leur description. Et puis, on va terminer sur les mesures de risque. Alors, les variables quantitatives et qualitatives. Donc, une variable, c'est un concept qui associe une valeur à chaque individu. Donc, si on reste sur les concepts, on a un individu et associé à cet individu, on a différentes variables, l'âge, sa ville, pour les femmes, le nombre de grossesses, le nombre d'accouchements, éventuellement le niveau d'allergie.
Et quand on a un individu, eh ben, il est défini par des valeurs précises dans ces variables-là. Et un autre individu aura d'autres valeurs dans ces variables-là, 34 ans, vie à Montpellier, 2 grossesses, 2 enfants, pas d'allergie. Alors les variables sont de plusieurs types. Il y a les variables quantitatives qui se définissent par leur fait que leurs différentes valeurs sont des nombres avec lesquels on a le droit de faire des calculs. On va voir un peu plus loin que des fois on peut avoir des variables représentées par des nombres mais avec lesquelles on n'a pas le droit de faire de calcul. Dans les variables quantitatives, il y a 2 sous-types, les variables continues qui sont définies par le fait que, en théorie, elles peuvent prendre n'importe quelle valeur. Par exemple, l'âge, c'est un écoulement continu de temps. Alors, en pratique, pour donner les âges, on se limite à un nombre de décimales adapté. Donc, généralement, on prend 0 décimale pour l'âge, mais ça représente bien un écoulement continu. Chaque seconde qui s'écoule existe, en théorie, comme valeur de l'âge. Au contraire de ça, les variables quantitatives discrètes sont des variables qui sont souvent des nombres entiers. Par exemple, le nombre de grossesses. C'est 0, 1 ou 2. On ne peut pas avoir une grossesse et demie. Pour toutes ces variables quantitatives, la description habituelle se fait par la moyenne. Par exemple, les patientes avaient en moyenne 35 ans et 1,2 grossesses. Donc même pour une variable discrète, on peut calculer la moyenne et puis là, les décimales ont un intérêt. Ensuite, les variables qualitatives sont définies par le fait que les différentes valeurs sont des modalités. Alors, on en a 2 types, 2 grands types. Déjà, les variables binaires qui peuvent prendre 2 modalités, par exemple oui ou non, ou malade, non malade, vivant ou mort. Et s'il y a plus de 2 modalités, là, on a encore 2 sous-types. D'abord, il y a les variables nominales, où il n'y a aucune hiérarchie entre les différentes modalités. Par exemple, la ville où on habite. Et il y a aussi les variables ordinales, où il y a un ordre entre les modalités. Par exemple, dans le niveau d'allergie, on pourrait dire que pas d'allergie, c'est en dessous de allergie modérée, qui est en dessous de allergie grave. Ça, c'est un peu différent parce que quand on a une variable comme ça, les différents regroupements de variables sont assez évidents. Si on veut regrouper 2 catégories de patients, on va regrouper allergie modérée avec pas d'allergie ou allergie modérée avec allergie grave, mais on ne va pas regrouper allergie grave avec pas d'allergie, de manière assez naturelle. Pour décrire les variables qualitatives, généralement, c'est les pourcentages. Par exemple, 17% des patientes viennent de Limoges et 54% avaient une allergie, dont 3% avaient une allergie grave. Pardon, il y a un S en trop. Alors, c'est là que, des fois, il faut faire attention parce qu'il peut arriver que le codage soit fait en numérique. On pourrait, par exemple, écrire que 0 égale Montpellier, 1 égale Bordeaux. Ce n'est pas parce qu'il y a des nombres qu'on a le droit de faire des moyennes avec ça. On n'a pas le droit de faire de calcul, ce qui signifie que c'est bien une variable qui reste qualitative. Alors, un premier exercice devant ce tableau-là, qui décrit les caractéristiques démographiques des participants au moment de leur interrogatoire, dans une étude qui s'intéressait aux conditions de travail des infirmières. Ici, on a l'âge des infirmières qui est présenté dans ce tableau. Alors, à votre avis, quel est le type de variable de l'âge ? Je ne sais pas si ça fonctionne chez tout le monde. Moi, ça n'a pas lancé la question. Alors là, on voit des votes qui commencent à s'accumuler. On a 8 votes. Chez moi non plus, Noémie, j'ai pas de questions. Peut-être rafraîchir le navigateur. Oui, c'est bon. Ça commence à marcher chez tout le monde. Alors pour ce vote-là, comme c'était le premier, je n'avais pas mis de temps limite.
Mais pour les suivants, j'ai mis des temps limites pour être sûr de ne pas trop déborder sur le temps du webinaire. Alors, vous êtes presque complètement unanime. Vous avez voté pour variable continue. Là, c'est bien une variable continue. Là, il est présenté avec des nombres discrets sans décimales, mais on pourrait très bien avoir envie de rajouter des décimales, on aurait le droit. Donc, c'est une variable qui est continue. Deuxième exemple de variable, le nombre de grossesses. Ici, on a le nombre de grossesses qui est présenté, avec une moyenne à 2 ici. Du coup, le temps était un peu court, vous voyez. Donc ici, c'est bien une variable quantitative discrète. Le nombre de grossesses ne peut être qu'à 0, 1 ou 2. Il ne peut pas être à 0,5 ou 1,5. Un troisième exemple, la durée de l'astreinte, donc qui est ici, 8 heures ou 10 heures ou 12 heures. Donc là, ça commence à être plus difficile. Alors ici, la durée de l'astreinte, elle est présentée avec des pourcentages. Il n'y a pas une infinité de valeurs possibles. La durée de l'astreinte, elle est soit de 8 heures, soit de 10 heures, soit de 12 heures. Une infirmière ne peut pas décider de faire une astreinte de 14 heures ou de 9 heures. Donc, ce n'est pas une variable qui est quantitative continue, en tout cas. Et faire une moyenne avec ces valeurs-là, ce n'est pas forcément simple. Moi, comme elle est présentée en pourcentage, j'ai plutôt envie de la décrire comme une variable qualitative ordinale, sachant que quantitative discrète, ça pourrait s'entendre aussi. Je ne l'avais pas corrigé comme juste, mais franchement, ça peut s'entendre aussi. Dernier exemple de variable, l'astreinte de nuit. Donc, est-ce qu'on fait l'astreinte de nuit ou de jour? Donc là, c'est effectivement une variable qualitative binaire. Il n'y a pas d'ordre entre nuit et jour. Donc là, vous regarderez après, je pense que vous aurez les diapos. Il y a plein d'exemples de variables où j'ai mis comment je les considérais. Donc vous avez commencé à voir que dans la vraie vie, c'est plus compliqué. Quand on tombe sur une variable, on ne sait pas toujours décider comment est-ce qu'elle est. Et puis quand on prend une variable quantitative continue complètement, comme par exemple la durée d'expérience dans le métier des infirmières, et bien si on veut la simplifier entre guillemets, donc faire des classes moins de 5 ans, 5 à 9 ans, 10 à 19 ans, et ainsi de suite, ben finalement, elle devient qualitative et on la présente avec des pourcentages. 24,5% des infirmières ont moins de 5 ans d'expérience dans cette étude. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de réfléchir au type de variable? Ben, il faut y réfléchir parce que le type de variable va influencer les possibilités de traitement statistique que vous avez. Or, quand on est, comme avec par exemple la durée d'expérience dans le métier des infirmières, devant une variable quantitative continue, eh ben, vous pouvez avoir envie de faire passer des messages qui sont un petit peu différents. Peut-être que ce qui vous intéresse, c'est de dire que l'expérience moyenne dans le métier est de 13 ans, mais peut-être que ce qui vous intéresse de mettre en évidence, c'est que 60% des infirmières ont moins de 10 ans d'expérience dans le métier. Donc là, vous utilisez une variable sur son versant complètement continu, vous calculez une moyenne, et ici, vous en fabriquez à partir de cette variable continue une variable en classe, une variable qualitative, et puis vous donnez le pourcentage d'infirmières dans chaque classe de la variable. Ça, c'est vraiment une affaire de choix éditorial. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire, c'est vraiment au chercheur de décider ce qu'il a envie de faire passer comme message, et donc comment est-ce qu'il va traiter ces variables. Mais du coup, comme ça va influencer les possibilités statistiques, eh ben, on va devoir négocier entre le message qu'on veut faire passer et puis ce qu'on peut faire en statistique derrière.
Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va décrire ces variables quantitatives. Donc pour la description graphique, on fait ce qu'on appelle un histogramme, où là, par exemple, on a les poids de naissance d'une série d'enfants. Donc on a 2 enfants qui avaient un poids qui était dans cette tranche-là. Hein, pour faire un histogramme, on est obligé de faire des tranches, même si c'est une variable quantitative initialement. Donc 2 enfants qui étaient entre peut-être 650 et 750 grammes, ou entre 600 et 800, vu les valeurs centrales. 3 enfants qui étaient entre 800 et 1000 grammes, et ainsi de suite, 447 enfants qui étaient autour de 3,3 kg. Alors pour décrire ensuite, pour résumer cet ensemble de valeurs, on va utiliser des descriptions numériques où il va falloir associer une description numérique qui vous donne la position globale sur l'axe des X de cette série de données. Donc on va essayer de cibler la majorité des enfants pour cet indicateur de position. Et puis un autre indicateur qui va vous donner une idée de la dispersion des données, de l'hétérogénéité de votre population, en fait. Alors le plus naturel, c'est de donner comme indicateur de position la moyenne. Quel est le poids moyen des enfants à la naissance? Donc la moyenne, ça on s'en souvient plus facilement parce qu'on a tous calculé nos moyennes au contrôle de français quand on était au lycée. C'est la somme des valeurs divisée par le nombre des valeurs. Et ce qu'on utilise comme indicateur de dispersion avec la moyenne, c'est l'écart type. L'écart type, c'est à peu près, alors mathématiquement c'est faux ce que je suis en train de dire, mais c'est à peu près la distance moyenne à la moyenne. Alors, si on met tous nos poids de naissance là sur cet axe-là, et qu'on a calculé la moyenne du poids de naissance dans cette population, elle est à 3200. Le premier écart, le premier enfant, qui a un poids à 700 grammes, il a un écart de 2,5 kg avec la moyenne de notre population. Et si on prend un autre exemple, par exemple, l'enfant numéro 821 dans l'étude, il a un poids qui est à 3368, donc il a un écart à la moyenne de 168 grammes. Et bien, en gros, à peu près, si on fait la moyenne de tous ces écarts, donc somme de tous les écarts divisé par le nombre de valeurs, et ben, c'est l'écart type. Alors, ici, regardez ce qui se passe déjà au tableau. On a une série de chiffres qui sont tirés d'une méta-analyse. Méta-analyse qui cherche à répondre à la question suivante. Est-ce que donner du gingembre à des patients qui sont opérés, ça permet de diminuer le score de nausée 2 heures après la chirurgie? Donc pour ça, les auteurs de cette méta-analyse, ils sont allés prendre toute une série d'études qui avaient déjà fait cette comparaison-là entre des patients à qui on donnait du gingembre et des patients qui avaient la prise en charge standard et qui utilisaient le même score de nausée 2 heures après la chirurgie et qui donnaient à chaque fois, du coup, la moyenne du score de nausée dans le groupe gingembre avec son écart type et puis la moyenne du score de nausée dans le groupe contrôle avec son écart type. Et donc, là, je vous ai dessiné 2 courbes. Et la question que je vous pose, c'est dans l'étude d'Adib, qui est la première là, laquelle des 2 courbes, celle de gauche ou celle de droite, représente les patients du groupe Ginger? Donc là, il suffit de cliquer, de toucher sur la courbe. Donc là, effectivement, vous avez bon, c'est la courbe de gauche, hein, puisque dans le groupe Ginger, la moyenne du score de nausée est beaucoup plus faible que dans le groupe contrôle. Si on regarde les écarts types, on voit que les écarts types sont assez proches, 1,6 versus 1,7, ce qui signifie que les courbes ont à peu près la même forme. Dans la question suivante, on va essayer de comparer les 2 résultats des groupes Ginger, mais cette fois entre l'étude d'Adib et l'étude de Bameshki. Alors, je vous affiche les chiffres en gros.
Donc, entre ces deux groupes Ginger, Adib et Bameshki, quelle courbe représente celle de l'étude d'Adib? Alors, 6 résultats, effectivement, c'est la orange, celle du milieu, parce que chez Adib, l'écart type, ici, est beaucoup plus étroit que chez Bameshki, 1,6 versus 2,7, ce qui montre que la courbe est beaucoup plus étroite. L'échantillon est beaucoup plus homogène sur son score de nausée. Et maintenant, pour la dernière question, on va prendre l'étude de Zerati et puis on va essayer d'identifier la courbe du groupe Ginger et la courbe du groupe contrôle. Donc, dans l'étude de Zerati, quelle est la courbe du groupe Ginger? Vous avez encore bon, c'est bien la courbe orange à nouveau. Elle a une moyenne qui est un petit peu inférieure à la moyenne du groupe contrôle et un écart type plus faible. Donc déjà, on voit que rien qu'avec un indicateur comme ça de position et un indicateur de dispersion donné dans le tableau, eh ben, on peut commencer à imaginer quels sont les résultats. Et puis là, on peut se dire, bon, ben, visiblement, le gingembre diminue un peu, mais il y avait une telle hétérogénéité dans le groupe contrôle que ce qu'on pourrait dire à un patient, c'est on va vous donner quelque chose qui va vous arranger un petit peu vos nausées. Par contre, on ne peut pas vous promettre que ce sera beaucoup mieux. Parce que peut-être que le patient, il aurait été déjà assez peu sujet aux nausées en post-chirurgie. Dans les articles, comment est-ce que ça se présente? Ça se présente avec moyenne et écart type. Parfois, il est écrit mu plus ou moins sigma, mais c'est assez rare. C'est plutôt dans les bouquins de maths. Et vous avez en anglais mean plus ou moins standard deviation. De temps en temps, vous allez avoir standard error à la place de standard deviation, qui sont abrégés en SD ou SE. Et souvent, il y a au moins la moyenne entre parenthèses dans les phrases. Donc, par exemple, le score moyen de satisfaction était de 4,9, entre parenthèses écart type égale 0,04. Et parfois, vous avez tout dans les parenthèses. Donc, description des participants, 365 infirmières seniors avec une expérience moyenne de 23 ans et un écart type de 14,21 ans. Alors, ce couple d'indicateurs numériques moyenne et écart type, il a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il est sensible aux valeurs extrêmes. Si ici, on prend dans deux services l'âge de deux petits services avec 8 infirmières chacun, l'âge des IDE dans ces deux services. Dans le service A, elles ont 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, ce qui donne une moyenne à 22,5. Et dans le service B, les 7 plus jeunes, elles ont exactement le même âge que dans l'autre service, mais il y en a une qui a 50 ans, et là, l'impact sur la moyenne, il est de déjà 3 points. Donc avec seulement 8 infirmières, si on a une qui a une valeur un peu extrême, eh ben, ça change pas mal la moyenne. Donc ça, c'est surtout dû au fait que l'échantillon est petit. Donc premier problème. Et deuxième problème, si on prend ici les résultats du saut en hauteur dans un club d'athlétisme. Donc on a 25 athlètes qui sautent jusqu'à 1,10 m, 75 qui sautent jusqu'à 1,15 m, et ainsi de suite. Donc là, on a toutes les valeurs réelles des résultats de saut en hauteur. Si on calcule la moyenne et l'écart type de l'ensemble de ces valeurs, on va se retrouver avec une moyenne à 1,25 et un écart type à 0,1. Et donc, si on regarde que la moyenne et l'écart type, ce qu'on imaginerait des résultats de saut en hauteur, c'est la courbe verte, comme ça. Et on voit qu'elle n'est pas du tout superposée à la courbe bleue. Donc, ce qu'on constate, c'est que ce couple moyenne-écart type, il ne représente pas bien les distributions asymétriques. Du coup, dans ces deux cas-là, les petits échantillons et les distributions asymétriques, on va préférer d'autres indicateurs statistiques qui sont la médiane et les quartiles. Alors la médiane, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de la personne de l'échantillon
qui est au milieu de la population, c'est-à-dire il y a 50% des personnes de la population qui ont une valeur inférieure à cette valeur-là et 50% qui ont une valeur supérieure à cette valeur-là. Et les quartiles, il y en a deux. On peut les appeler Q1 ou Q3. On peut aussi parfois les appeler Q25 ou Q75. Ils sont de part et d'autre de la médiane. Le premier quartile, Q25, il laisse 25% de la population avant cette valeur-là. Et le troisième quartile, le Q75, il laisse 25% de la population au-dessus de cette valeur-là. Et là, ce qu'on commence à voir, c'est que sur cet exemple particulier, il y a un écart entre la médiane et le Q75 qui est plus grand qu'entre la médiane et le Q25. Donc là, on commence à mieux voir l'asymétrie de la distribution avec ces trois valeurs-là. Alors parfois, ce qui est présenté, c'est ce qu'on appelle l'IQR, Interquartile Range, qui peut être, selon les cas, le delta entre le Q1 et le Q3. Et parfois, en fait, c'est simplement le couple de valeurs Q1, Q3. Donc ça va dépendre de comment est-ce que l'auteur veut présenter ses résultats. Et quand on a des distributions comme ça très asymétriques, eh ben, ça peut même être intéressant de présenter directement la valeur min, la valeur max, ce qui est parfois appelé l'étendue des valeurs, le range des valeurs. Comment est-ce qu'on représente ces médianes et ces quartiles graphiquement? Et bien, on les représente souvent avec une boîte à moustaches, qu'on appelle boxplot en anglais. Donc dans la boîte, il y a un trait qui est la médiane, et les extrémités de la boîte, c'est le Q1 et le Q3. Ça, c'est toujours comme ça dans les boîtes à moustaches. Les extrémités des moustaches, eh bien, souvent, c'est le min et le max, mais ça dépend un peu des articles. Pour en être sûr, il faut aller voir dans la légende des figures. Alors, quelques exemples. Une première phrase où on nous disait que, donc là, c'est une phrase qui est tirée de la méta-analyse pour évaluer l'impact du gingembre sur les nausées en post-op. Donc, il nous disait que dans une autre méta-analyse, les auteurs avaient retrouvé que dans les différentes études qui présentaient le taux d'incidence de nausées en post-op, eh bien, le taux médian de nausées était de 36%. Puis après, ils nous mettent entre parenthèses 18 et 45%. Alors là, moi, je reste un peu sur ma faim parce que ce 18-45%, il y a un petit décalage, désolé. Je ne sais pas si c'est la différence entre le Q1 et le Q3 ou si c'est la différence entre le min et le max. Ça, ils auraient dû me le dire là au début de la parenthèse. Deuxième exemple, ils expliquent que dans cette étude, combien de temps est-ce qu'ils ont passé à relire les dossiers de chaque patient pour aller recueillir leurs données. Et ils nous disent que donc le temps médian de revue des dossiers était de 25 minutes, avec un minimum à 6, un maximum à 88. Là, j'en suis sûre parce qu'ils m'ont dit que c'était le range et pas le interquartile range, donc je sais que c'est le min et le max. Et puis derrière, ils me mettent l'intervalle interquartile, 18,5. Donc là, ils m'ont fait le delta entre le Q3 et le Q1, puisqu'il n'y a qu'une seule valeur. Alors, faire le delta entre le Q3 et le Q1, là aussi, c'est un petit peu... c'est pas très précis parce que je sais que la largeur de la boîte, elle est de 18,5, mais je ne sais pas à quel point elle est asymétrique par rapport à la médiane. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Peut-être qu'en fait, elle est très symétrique. Ici, encore un exemple où ce qu'on regardait, c'était entre trois groupes. Groupe contrôle, premier groupe expérimental et troisième groupe expérimental, le nombre d'hospitalisations imprévues, 6 semaines après le début de l'intervention. Et ce qui nous donne comme chiffre, c'est la médiane, l'étendue des valeurs, donc le delta entre le min et le max, et puis il nous redonne le min et le max derrière. Alors, on va regarder uniquement ce qui se passe dans les deux groupes expérimentaux, où on a exactement les mêmes chiffres. On a un nombre médian de réhospitalisation qui est à 0. On a un nombre minimum à 0, forcément, on ne peut pas avoir moins que 0, et un nombre maximum de réhospitalisations en 6 semaines. Donc là, on a les mêmes chiffres dans les deux groupes. On se dit, bon, c'est exactement le même résultat. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes expérimentaux. Sauf que c'est un petit peu trop résumé.
si on décidait de présenter plutôt les résultats, pas comme une variable quantitative discrète 0, 1, 2, où on calcule du coup une moyenne ou une médiane, mais si on avait décidé de le présenter comme une variable en classe avec 0, 1 et 2, donc les vrais nombres d'hospitalisation, ben, si on avait eu ce résultat-là, dans le groupe A, 55% des patients ont eu 0 réhospitalisation et 45% ont eu 2 réhospitalisations. Ces chiffres-là, ils collent avec les résultats donnés par les auteurs ici. Le patient du milieu, celui qui laisse 50% de la population avant et 50% après, il a 0 réhospitalisation. Donc la médiane, elle est bien à 0. Et puis j'ai bien un maximum à 2. Donc ça, c'est cohérent, c'est compatible avec ces chiffres. Et du coup, si je mets exactement les mêmes chiffres dans le groupe B, ben, c'est cohérent aussi avec les mêmes chiffres ici. Sauf que, deuxième tableau que j'ai imaginé, dans le groupe A, si je mets 95% des patients qui ont 0 réhospitalisation et 5% qui ont 2 réhospitalisations, et ben là aussi, c'est cohérent avec ça. J'ai bien une médiane à 0, le patient du milieu, il a 0 réhospitalisation et un maximum à 2. Et puis là, dans le groupe B, si je laisse exactement ce que j'avais imaginé avant, 55%, 45%, c'est compatible aussi avec ces chiffres, alors que là, on voit qu'il y a vraiment une énorme différence entre les deux groupes, quand même. Donc là, dans ce cas-là, quand on a une variable qui, certes, est quantitative, avec laquelle on a le droit de faire des moyennes et des médianes, finalement, peut-être que la présenter comme ça avec toutes ces valeurs, donc comme si c'était une variable en classe pour laquelle on donne des pourcentages, et bien finalement, moi je trouve ça quand même plus intéressant. Après, c'est vrai que ça prend un peu plus de place. Donc là aussi, c'est un choix éditorial. Est-ce que c'est un message principal que vous devez faire passer dans votre article? Si oui, ça vaut le coup d'y passer un peu de place. Donc là, c'est un dernier exemple de phrase où pour le coup, tout est très précis. On voit bien ce qui se passe. Le nombre de patients pris en charge par chaque infirmière dans la période du Covid par rapport à la période avant Covid était beaucoup plus important. Hein, enfin, non, pas vraiment beaucoup plus important, mais plus important, avec une médiane à 1,1 versus 1,0. Et dans les intervalles interquartiles, on a bien les deux quartiles et on voit que chaque quartile est supérieur à celui de l'autre groupe. Donc vraiment, c'est toutes les valeurs qui se sont décalées vers le haut. Donc en résumé, pour les variables quantitatives, si vous avez beaucoup de patients, au moins 30, qui a beaucoup de valeurs différentes, donc pas seulement 0, 1, 2 réhospitalisations, et que la distribution est symétrique, utilisez la moyenne et l'écart type. Dans les autres cas, vous pouvez utiliser la médiane avec idéalement le couple de valeurs Q1, Q3. Mais si jamais vous avez une variable discrète avec pas beaucoup de valeurs, donc 0, 1 ou 2 réhospitalisations par exemple, considérez la possibilité de la présenter comme une variable qualitative, ça vous donnera une information plus précise et plus riche. Maintenant, passons aux descriptions des variables qualitatives. Alors, on va repartir avec WooClap. Donc, les variables qualitatives, par exemple, on a le sexe, homme, femme ou autre, la douleur, qui est là une variable qualitative ordinale, absente, faible, moyenne, intense. Et je vais vous montrer un tableau de résultats où la question que je vais vous poser, c'est est-ce que le sexe ratio est comparable entre les deux groupes? Donc, il va y avoir un groupe de malades, première colonne, un groupe de non-malades, deuxième colonne. Et c'est assez court, il y a 10 secondes pour répondre. Est-ce que le sexe ratio est comparable? Eh bien, difficile à savoir. Il y en a un qui s'est lancé dans le oui. C'est effectivement la bonne réponse, mais c'est vrai que sur ces effectifs-là, comme c'était assez déséquilibré quand même, c'était vraiment compliqué de voir au premier coup d'œil si c'était comparable. Donc on pourrait se dire, on va passer au pourcentage directement, parce que le sexe ratio, finalement, c'est un pourcentage. Donc si je regarde ces mêmes chiffres en pourcentage, je vois qu'effectivement, il y a 34% d'hommes chez les malades versus 36% chez les non-malades. Donc c'est vraiment à peu près pareil dans les deux groupes.
Par contre, sur les genres autres que hommes ou femmes, là, on a 9 versus 5. On se dit, il y a peut-être une grosse différence. Est-ce que vraiment ça veut dire quelque chose? Mais quand on n'a que des pourcentages, on ne sait pas s'ils sont vraiment fiables ou pas. Donc, si on n'a que les effectifs, c'est difficile de voir au premier coup d'œil quand on a des effectifs très déséquilibrés entre les deux groupes. Et quand on a les pourcentages, c'est pas facile de savoir s'ils sont fiables. Ici, ce 9%, vu qu'il porte que sur 35 malades, eh ben, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi important. Il aurait suffi qu'il y en ait un de moins pour que le pourcentage soit beaucoup plus proche du 5% de chez les non-malades. Donc là, on voit que pour décrire une variable qualitative, il faut absolument donner l'effectif et le pourcentage. On ne peut vraiment pas faire l'épargne de l'un des deux, il faut vraiment toujours donner les deux ensemble. Bon, et puis il y a 2 pièges quand on donne ces pourcentages et quand on regarde ces tableaux. Premier piège. Alors là, on est devant les résultats d'une étude qui n'était pas tirée du journal dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui m'avait beaucoup posé question quand je l'avais lu parce que pendant longtemps, j'ai rien compris du tout à ce tableau. Donc, on est en train de décrire l'aspect radiologique des hémorragies intracérébrales. C'était une étude internationale en Afrique de l'Ouest. Donc là, dans cet extrait du tableau, on a différentes localisations de l'hémorragie intracérébrale, avec par exemple ceux des ganglions de la base, et puis il y a un sous-groupe avec ceux des ganglions de la base de gauche, et puis ceux du noyau codé qui est un des ganglions de la base. Et puis on a au même niveau que ganglions de la base, on a les hémorragies dans le thalamus. Et puis à chaque fois, il nous donne la fréquence et le pourcentage. Alors fréquence en anglais, je dis fréquence parce que j'ai un accent anglais dramatique, mais en anglais, ça veut dire effectif, en fait. Donc, effectif et pourcentage. Donc, on voit que dans la totalité des patients, il y en avait 854 et 672 dans le ganglion de la base. Les ganglions de la base, côté gauche, il y en avait 342, puis là, il nous donne un 50,9%. Et puis, dans tous les autres chiffres, là, où il sépare en fonction de la taille de la lésion, du volume de la lésion, de est-ce qu'il y a une extension intraventriculaire, donc est-ce que l'hématome quitte le ganglion de la base pour aller saigner à l'intérieur du ventricule cérébral, et puis est-ce que les patients sont décédés lors de cet épisode d'hémorragie intracérébrale. Donc partout, il nous donne des effectifs et des pourcentages, et quand on est devant un pourcentage, eh ben, on se demande de quelle population on part. Donc là, ce que je voudrais vous demander, c'est quel est le dénominateur de chacun de ces pourcentages. Donc là, il faut que vous alliez cliquer sur chacun des noms et que vous rentriez les chiffres. Alors, je vois que le temps que j'avais prévu était beaucoup trop court, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont posé des questions jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas si je peux voir les réponses avec... et que c'est pas facile. Apparemment, on nous dit que, voilà, là vous aviez 20% de réponses correctes, ici aussi, ici 60% de réponses correctes.
vous aussi, vous êtes un peu paumé comme moi devant ce tableau. Et bien en fait, quasiment à chaque fois, il change de dénominateur. C'est ça qui est incompréhensible dans ce tableau. Ici, le 342, et ben c'est par rapport au 672. Le 14,9 ici, qui fait à peu près 1/6, c'est par rapport au 342. Ici, on repart au 672. Le 29,9% ici, il est par rapport au 243. Donc là, il y a énormément de confusion dans ce tableau sur quel est le dénominateur des pourcentages. Et ça, c'est une source de flou et d'incompréhension dans les articles qui est extrêmement fréquente, les dénominateurs qui ne sont pas clairs dans les pourcentages. Donc, c'est vraiment important d'être obsessionnel là-dessus et de passer du temps à décrire de quelle population on parle. Malheureusement, c'est aussi ce qui rend souvent les expressions textuelles des résultats statistiques assez lourds quand on fait des phrases. Ça fait des phrases qui sont forcément longues à lire, difficiles à comprendre, mais c'est le seul moyen d'être vraiment clair. Donc ça, c'est vraiment important. Et le deuxième piège, c'est dans quel sens vont les pourcentages dans un tableau. Alors, là aussi, c'est un exemple typique de statistique où, concrètement, sur un exemple, c'est assez simple, mais en pratique, tout le monde se plante tout le temps. Hein, je le vois tout le temps chez mes internes, je le vois tout le temps chez les collègues. On passe notre temps à se tromper sur le sens des pourcentages. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On veut savoir si la présence de facteurs de risque cardiovasculaire est un risque pour une nouvelle maladie. Et puis, on nous montre ces résultats-là. On a 200 malades, 75% qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire et 25% qui n'en ont pas. Alors, d'après vous, est-ce que c'est un argument de dire oui, parce que 75% des malades ont des facteurs de risque cardiovasculaire, alors que 25% n'en ont pas? Vous n'êtes pas tous d'accord. La bonne réponse, effectivement, c'est non, ce n'est pas un argument. Alors, pourquoi? Voyons deux situations différentes. Deux situations où à chaque fois, on parle de la même chose. Donc, la question qu'on se posait, il y a 75% de malades qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Sauf que dans le premier exemple, si on regarde ce qui se passe chez les non-malades, on a aussi 75% des gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, ça veut dire qu'en fait, notre population totale, elle a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire parce que, par exemple, on a recruté des patients âgés de plus de 65 ans et que c'est très fréquent d'avoir au moins un facteur de risque cardiovasculaire chez des patients de plus de 65 ans. Mais le fait qu'il n'y ait pas de différence entre les malades et les non-malades, ben, ça montre qu'il n'y a pas de rapport entre ce facteur de risque cardiovasculaire et puis la maladie. Alors que, deuxième situation, si on a 75% des malades qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, alors que chez les non-malades, il n'y en a que 50% qui ont un facteur de risque cardiovasculaire, et bien là, on voit qu'il y a un lien entre les deux. Et donc, c'est un premier indice pour dire que peut-être, effectivement, les facteurs de risque cardiovasculaire sont un facteur de risque de cette nouvelle maladie. Pour l'instant, c'est qu'un indice, hein, on n'a pas la preuve, mais c'est un premier indice. Donc, ici, on avait en fait ce qu'on appelle des pourcentages en colonne. Ce qu'on appelle des pourcentages en colonne, c'est que c'est la somme de la colonne qui est à 100%. Parmi les malades, quand on dit qu'on a 200 malades, dont 150 qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire et que ça représente 75%, alors qu'on en a 25% ici, ben la somme de tous les chiffres de la colonne est à 100%. Donc c'est un pourcentage en colonne. Et les pourcentages en colonne, ils servent à comparer une colonne avec une autre. Ça ne sert à rien de comparer un pourcentage en colonne d'une première ligne avec un pourcentage en colonne d'une deuxième ligne. Ça n'apporte absolument aucune information. Quand on fait les camemberts, là, on les fait comme ça. Et ce qu'il faut, c'est comparer la forme des deux camemberts. Et c'est là qu'on se plante tout le temps. On compare une ligne avec une autre, alors que c'est des pourcentages en colonne. Alors, ça a l'air tout simple comme ça, mais quand on se retrouve devant un énorme tableau avec plein de chiffres, eh ben, c'est une question de sang-froid et d'entraînement.
mais vraiment d'entraînement. Et puis vraiment, il faut se dire, il faut se souvenir, OK, là, je sais qu'il y a un gros piège, je prends le temps de réfléchir. Alors, on a dit que les pourcentages en colonne, c'était pour comparer deux colonnes entre elles. Bon, du coup, ce qui simplifie un peu les choses, c'est qu'on a besoin d'une seule ligne. Comparer entre les deux colonnes ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire ou comparer ceux qui n'en ont pas, c'est exactement la même chose. Sur le mode de réflexion, c'est exactement la même chose. Ce que ça change, là encore, c'est uniquement le choix éditorial, comment est-ce que vous avez envie de présenter vos résultats. Mais sur le plan de la démonstration statistique, c'est exactement pareil. C'est pour ça que, très souvent, en fait, il n'y a qu'une seule ligne qui est présentée. On présente seulement le nombre et le pourcentage de patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, on ne présente pas l'autre, puisque de toute façon, on peut la déduire, on sait que la somme est à 100%. Et en plus, ça évite d'être tenté de comparer le 75% et le 25%. Alors, un exemple sur ces résultats. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'intelligent, entre guillemets, pardon. Je n'ai pas trouvé d'autres mots que intelligent. Ah, ça a arrêté le vote. Je les ai fait trop courts, je suis désolée. Alors, sur ces résultats, est-ce que c'est intéressant de savoir qu'il y a 24 garçons dans un groupe alors qu'il y en a 23 dans l'autre et dire qu'il y en a plus dans le groupe intervention? Ben, certes, il y en a un de plus, mais sauf que le total dans le groupe intervention, il est à 50 et dans le groupe contrôle, il est à 43. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait plus de garçons en effectif dans le groupe qui a plus d'effectifs. C'est pas ça qui nous avance beaucoup. Par contre, quand on va regarder les pourcentages, et ben là, on peut voir qu'en fait, en pourcentage, il y a moins de garçons dans le groupe intervention, 48%, versus 53,5%. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que globalement, le sexe ratio, il est assez différent entre les deux groupes. Bon, ça dépend à quel point on veut qu'il soit différent. Il est à peu près à 50-50, mais en fait, il est inversé entre les deux groupes. Donc là, quand on a des effectifs différents au total, c'est vraiment sur les pourcentages qu'il faut faire porter nos interprétations et pas sur les effectifs. Donc en résumé, pour la description d'une variable qualitative, il faut absolument noter l'effectif pour savoir si on a un gros effectif et si c'est fiable, et le pourcentage pour pouvoir comparer les groupes les uns avec les autres sur le pourcentage. Il faut absolument clarifier le dénominateur. Et puis quand on est dans un tableau et que le dénominateur est soit en colonne, soit en ligne, eh ben, il faut clarifier dans quel sens il est. Alors là, on avait des exemples, mais on va passer parce que le temps file. Alors pour les variables qualitatives, la représentation graphique, c'est des diagrammes en barres qu'on peut faire en effectifs. Donc là, en ordonnée, on a les effectifs, ou alors en proportion, qui sont des présentations assez équivalentes. Vous avez vraiment le droit de faire les deux, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vous qui choisissez en fonction de la facilité de lecture et du message que vous voulez faire passer. Alors maintenant, on va parler un peu des variables censurées. Quel intérêt aux variables censurées? C'est par exemple quand on se pose la question quel est le taux de fracture du col fémoral 3 ans après une première chute? Donc on prend des patients qui ont fait une première chute inexpliquée, enfin les chutes du sujet âgé, quoi. Et puis on se demande quel est le taux de patients qui vont avoir une fracture. Alors on ne s'intéresse pas au nombre de fractures, mais on s'intéresse seulement à la première fracture. Combien de patients vont avoir au moins une fracture 3 ans après cette première chute? Et pour recueillir des données, à partir de 2010, on va suivre tous les patients incidents, c'est-à-dire tous les patients qui ont eu une première chute. Donc, on inclut des patients en 2010, on les suit, on continue à les inclure en 2011, on les suit, et ainsi de suite. Et puis, fin 2014, on décide qu'on fait l'analyse, on prend toutes les données qu'on a, on fait l'analyse. Alors, tous les ans, on a des patients qui ont été perdus de vue. Soit ils ont déménagé, soit ils sont décédés alors qu'ils n'avaient pas encore eu de fracture, bref. Tous les ans, il y a un peu des patients qui sont perdus.
Alors, question au clap. Pour répondre à cette question, combien de fractures du col fémoral 3 ans après une première chute? Quels sont les patients qu'on peut analyser? Il y a moitié-moitié pour les patients inclus en 2010, 2011, 2012, pour les patients entre au moins 3 ans et tous les patients. La bonne réponse, c'était les patients suivis au moins 3 ans. Pour savoir si un patient a eu une fracture du col fémoral dans les 3 ans, oui ou non, en tant que variable binaire, eh ben, il faut être sûr qu'on a pu l'observer jusqu'à sa fracture. Évidemment, un patient inclus ici en 2013, s'il n'a pas eu de fracture en 2013 et 2014, ben peut-être qu'il aurait pu en avoir eu une en 2015, donc celui-là, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir l'analyser. Mais c'est vrai aussi des patients qu'on a inclus début 2012, mais qui ont été perdus de vue en 2013, sans avoir eu de fracture. Si ceux-là n'ont pas eu de fracture, bah peut-être qu'ils en auraient eu une en 2013 ou en 2014, pendant les 3 ans de suivi théorique. Donc celui-là, c'est pareil, si on n'a pas de nouvelles après fin 2012, on ne peut pas l'analyser. Donc si on veut répondre à la question, on est obligé de restreindre l'analyse aux patients qui sont suivis dans l'étude au moins 3 ans. Donc seulement ceux qui sont en vert ici. Et ça, c'est un peu gênant parce que vous connaissez un peu de méthodologie. Si on perd des patients de vue, ça va introduire un biais de sélection et on ne sait pas trop comment est-ce que ça va influencer nos résultats. Donc c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop faire en méthodologie. Et c'est pour ça que nos copains mathématiciens nous ont proposé d'utiliser des variables censurées. Une variable censurée, c'est une variable qui est en fait pas seulement est-ce que j'ai eu l'événement, donc la fracture oui ou non, mais quel est le temps que j'ai passé dans l'étude jusqu'à cet événement. Donc si l'événement est survenu, événement plus, j'ai eu ma fracture, et bien dans ces cas-là, la valeur de la variable censurée temps jusqu'à l'événement, elle est exactement connue. Je sais que j'ai eu ma fracture au bout de 2,3 ans dans l'étude, par exemple. Et si l'événement n'est pas survenu, et bien en fait la valeur elle est partiellement connue. On sait qu'elle est au moins supérieure à la durée de suivi dans l'étude. Par exemple, un patient qui est perdu de vue au bout de 2 ans sans avoir eu de fracture, on ne sait pas, peut-être qu'il aurait eu une fracture à 2,3, 2,7 ou 4,5 ans, peut-être, on ne sait pas exactement quelle est la valeur, mais on sait au moins qu'elle est supérieure à 2 ans, puisque pendant au moins 2 ans, il n'a pas eu de fracture. Pareil pour un patient inclus en 2014, qui est toujours suivi dans l'étude fin 2014 au moment où on décide de faire les statistiques, on sait que pendant au moins 1 an, il n'a pas eu de fracture. Pareil pour un patient qui est décédé d'un infarctus, par exemple, sans avoir eu de fracture. Il a une certaine durée de suivi jusqu'à son décès, et donc on sait qu'au moins pendant cette durée-là, il n'a pas eu de fracture. Donc tous ces cas-là, c'est des patients qu'on appelle censurés, puisque la valeur de la variable, elle est que partiellement connue, elle est partiellement censurée. Et l'intérêt de ces variables-là, c'est qu'on a des analyses statistiques particulières qui s'appellent les analyses de survie. On les appelle de survie parce qu'au début, ça servait surtout à évaluer le temps jusqu'au décès. Mais bon, depuis, on les analyse pour tout type d'événements. Donc d'autres événements négatifs de santé comme la fracture, mais ça peut être aussi un événement positif comme la guérison. Combien de temps jusqu'à la guérison du patient? Et donc l'intérêt de ces analyses de survie, c'est qu'elles permettent d'analyser tous les patients, y compris ceux qui ont été censurés avant la durée limite de l'étude. En pratique, sur la description, ça donne les courbes de Kaplan-Meier. Donc ça, vous en avez sans doute déjà vu. Les courbes de Kaplan-Meier, elles donnent le taux de survie, c'est-à-dire le taux de patients qui n'ont pas présenté l'événement. Au début du suivi dans l'étude, il y a 100% des patients qui n'ont pas présenté l'événement. Et puis au fur et à mesure que l'étude se poursuit, il y a des patients qui ont l'événement. Donc le taux de survie, entre guillemets, diminue au fur et à mesure de l'étude. Alors comment est-ce que ça marche ?
ces analyses-là. Comment est-ce qu'on fait une courbe de Kaplan-Meier? Déjà, on laisse tomber l'information 2010, 2011, 2012, 2013. On ramène tous les patients à un T0, qui est l'inclusion dans l'étude, donc le moment où ils font leur première chute, où on se dit « aïe, ça commence à être inquiétant, peut-être qu'il va retomber et faire une fracture ». Donc, on les ramène tous à T0, paf. Et puis maintenant, l'échelle, c'est 1 an de suivi, 2 ans de suivi, 3 ans de suivi, 4 ans de suivi, et ainsi de suite. Donc cette échelle-là, c'est celle qui va être en abscisse de la courbe de Kaplan-Meier. Et maintenant, pour calculer le taux de survie, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par une étape de calcul qui est la survie instantanée. À chaque moment dans l'étude, on va calculer ce qu'on appelle la survie pile à ce moment-là. Donc par exemple, mettons qu'on parte de 2000 patients et on les suit au cours du temps. À un certain moment, ici, on va avoir un premier patient qui va avoir une fracture. Donc à ce moment-là, il y avait 2000 patients qui étaient à risque d'avoir une première fracture, qui étaient dans l'étude. Il y en a un qui a eu une fracture, donc il reste 1999 survivants. Donc le taux de survie instantané à ce moment-là, il est du coup de 1999 sur 2000. Quand on continue à suivre nos patients, comme celui-là, il a déjà eu une fracture, il est plus à risque d'avoir sa première fracture. Je vous rappelle que l'événement qui nous intéresse, c'est uniquement la première fracture, pas les fractures suivantes. Donc celui-là, il a déjà eu sa fracture, il a déjà sa maladie, entre guillemets, donc il n'est plus suivi dans l'étude. Il n'est plus à risque d'avoir la fracture. Donc on continue l'étude avec 1999 patients. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un patient qui va être censuré. Lui, il est perdu de vue. Il déménage, il va dans la région où vivent ses enfants et ses petits-enfants pour prendre un appartement ou être dans un EHPAD à côté de chez lui, ou alors il décède d'autre chose. Bref, en tout cas, il est perdu de vue. On ne peut plus le suivre dans l'étude, donc on ne peut plus savoir s'il va avoir une fracture ou pas. Donc à partir de là, on continue notre étude avec 1998 patients. Et c'est là que ça intervient, le fait que ces variables censurées permettent d'analyser les patients jusqu'à leur censure. Là, ils comptaient dans le dénominateur. À partir de là, il ne compte plus dans le dénominateur, même s'il n'a pas eu de fracture. Et puis, à l'issue de cette période, là, on a encore un patient qui a une fracture. Donc, on avait 1998 patients à risque. Après ce nouvel événement de fracture, on a 1997 survivants. Donc, la survie instantanée à ce moment-là précisément, elle est de 1997 sur 1998. Bon, une fois qu'on a tout ça, on fait des bidouillages mathématiques, peu importe, et ça nous donne à la fin le taux de survie qui va être sur notre courbe de Kaplan-Meier. Donc ce qui est important de noter, c'est que dans ces études-là, quand on est capable en fait d'avoir toutes les dates précises, date d'inclusion, date de chacune des fractures, date de à quel moment est-ce qu'on a perdu de vue les patients, on est capable de faire tous ces calculs avec la survie instantanée et on est capable d'arriver au taux de survie des patients, de tous les patients, même ceux qui ont été perdus de vue assez rapidement dans l'étude. Et dans ces courbes-là, à chaque fois qu'il y a un événement fracture, enfin l'événement qui est considéré, on va descendre d'une marche dans le taux de survie. Alors, c'est intéressant quand même de savoir s'il y a beaucoup de patients qui ont été perdus de vue au début de l'étude ou si finalement il y a beaucoup de patients qui ont été suivis longtemps dans l'étude. Donc ça, il y a deux façons de le représenter. On a des courbes où on peut avoir des petits tirets, mais pas de marches qui descendent. Et ça, en fait, c'est la représentation des censures. Donc le mieux quand même, c'est d'avoir la majorité des patients qui sont suivis longtemps dans l'étude et d'avoir toutes les censures à la fin. Après, s'il y a beaucoup de patients dans l'étude et beaucoup de patients censurés, ça devient rapidement assez illisible. Donc l'autre façon qu'on a de faire, c'est d'écrire en dessous de la courbe le nombre de patients qui restent à risque. Donc au début, on avait 2000 patients. Après la première fracture, on en a 1999. S'il y a une censure, on en a 1998 et ainsi de suite. Donc à des temps un peu jalons dans l'étude, donc par exemple tous les ans, on va présenter le nombre de patients encore à risque et puis on va voir qu'il diminue. Il diminue d'une part parce qu'il y a des patients qui ont déjà eu la fracture et puis d'autre part parce qu'il y a eu des censures. Et ça, c'est assez important à noter. Vous savez que plus il y a de monde
plus il y a d'effectifs dans la population, plus les statistiques sont précises. Bah, quand on fait des courbes de survie, il ne faut pas seulement qu'il y ait beaucoup de personnes dans la population au départ, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes dans la population pendant un maximum de temps pendant toute l'étude. Alors, on va voir quelques courbes de survie et puis comment est-ce qu'on les interprète. Ici, à votre avis, quelle est la courbe qui a le meilleur pronostic? On va s'arrêter là. Très bien, c'est effectivement la courbe du haut qui a le meilleur pronostic, puisque à la fin de l'étude, c'est elle qui a le meilleur taux de survie. Alors, ici, parmi les patients du 4e quartile, je vais revenir sur la diapo d'avant pour qu'on regarde un peu la courbe avant de partir. Donc là, il y a 4 courbes de 4 sous-groupes de patients qui sont déterminés par leur quartile à un score de risque particulier, un score de risque de fracture. Donc, ceux du 1er quartile, du 2e quartile, du 3e et du 4e. Et donc, la première question, elle porte sur le 1er quartile, et vous verrez que la deuxième porte sur un des autres quartiles. Alors, ici, donc, parmi les patients du 4e quartile, donc c'est la noire, au bout de combien de temps a-t-on un taux de survie de 50%? Là, vous êtes unanime au bout de 4 ans. Donc, effectivement, 50% de survie, ça se passe au bout de 4 ans de suivi. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut interpréter sur les courbes de survie. Premier quartile, au bout de combien de temps on a 50% de taux de survie? Alors là, la bonne réponse, c'est jamais. On ne sait pas exactement, mais plus que 10 ans. Sur la courbe, on ne sait pas quand est-ce qu'ils atteignent le 50% de survie, mais au bout d'un moment, sans doute que ça va descendre jusqu'à 50%, mais on ne sait pas combien de temps. Et dernière question, un peu plus difficile. Combien est-ce qu'il y a eu de patients censurés dans le 2e quartile? Donc la courbe verte. Très bien, il y en avait une trentaine, effectivement. Donc, dans le 2e quartile, on arrive à la fin de l'étude à peu près 50% de survie. Donc, 50% des patients ont présenté l'événement. On partait de combien de patients dans le 2e quartile? On partait de 60 patients. Donc, s'il n'y a eu aucun patient censuré et que parmi les 60 patients, il y a eu 50% d'événements, il devrait à la fin rester une trentaine de patients dans l'étude. Sauf que quand on regarde à la fin de l'étude, il ne nous reste que 3 patients suivis. Donc, ça veut dire que pendant l'étude, les 30 patients qui n'ont pas présenté l'événement, eh ben, ils ont été perdus de vue pendant l'étude et ils ne sont plus là en fin de suivi. Donc là, on voit que l'étude, ce n'était pas 10 ans de suivi pour tout le monde. C'était plutôt une médiane de suivi aux alentours de entre 4 et 6 ans. Ça remet un peu en perspective le taux de survie qu'on peut calculer à 10 ans. À 10 ans de suivi, on voit qu'il n'y a plus que 3% pour faire le calcul du taux de survie.
Alors maintenant, on va passer aux dernière partie de la présentation, les mesures de risque. Maintenant qu'on sait décrire ces différents types de variables, comment est-ce qu'on va évaluer si une caractéristique du patient ou une intervention modifie le risque de maladie? Alors pour les variables quantitatives, on va voir les différences de moyenne ou les bêtas. C'est presque pareil mathématiquement. On verra comment c'est présenté dans les tableaux. Et puis pour les variables qualitatives, il y a les différences de pourcentage qu'on appelle en épidémiologie les réductions absolues du risque. Donc là, dans une phrase, ça voudrait dire il y a X% de risque en plus. C'est une mesure additive. Mais ce qu'on utilise beaucoup plus souvent, c'est ce qu'on appelle les mesures d'association, risque relatif, odds ratio, hazard ratio, qui sont des mesures multiplicatives. Donc là, c'est le risque est multiplié par 2 ou 3 ou 4. Alors, on n'a pas toujours le droit de dire ça, on verra ça dans les diapos suivantes. Alors, déjà pour les variables quantitatives. Donc, la différence de moyenne, déjà, tout simplement. Là, c'est un tableau de résultats d'une étude qui évaluait l'impact d'une intervention d'éducation des futures mères sur différentes variables liées à l'allaitement maternel après l'accouchement. Et là, la variable qui est étudiée, c'est un questionnaire d'auto-efficacité dans la capacité à allaiter son enfant comme on le souhaite. Et puis, ce questionnaire, il a été passé par les patientes à baseline, à 36 semaines de grossesse, et puis en postpartum à plusieurs temps. Et on a, dans le groupe intervention et dans le groupe contrôle, donc c'est un questionnaire qui donne du coup un score quantitatif, donc on donne la moyenne et l'écart type dans les deux groupes. Donc un score à 36 en moyenne à baseline dans le groupe intervention versus 37,8 dans le groupe contrôle, et la différence est à moins 1,8. Et si on veut évaluer l'impact de l'intervention, on peut aller regarder à chaque fois les moyennes dans les deux groupes, mais comme on voit que déjà le sentiment d'auto-efficacité, il évolue dans le groupe de base pendant la grossesse et le postpartum, c'est pas forcément facile d'aller comparer directement ce qui se passe dans le groupe intervention, alors que si vous avez les différences de moyenne, eh ben, c'est beaucoup plus rapide. Vous voyez qu'à baseline, il y avait une petite différence entre les deux groupes, mais que la différence est beaucoup plus importante et dans le bon sens après l'intervention en fin de grossesse et en postpartum. Alors, là, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu nous donner l'écart type de la différence. Hein. Je vous ai parlé de l'écart type pour les moyennes, mais quand vous aurez une présentation sur la significativité statistique, on parlera aussi de en fait, l'écart type pour toutes les mesures qu'on fait en statistique et notamment pour la différence. Alors souvent dans les études, ce qu'on voit, c'est des tableaux avec des bêtas. Donc souvent, il y a écrit comme ça, bêta, écart type. Et bien ça, c'est des résultats de modèles linéaires et en fait, c'est quasiment la différence de moyenne. Donc là, on est dans une étude où on étudiait chez des infirmières la peur de signaler les erreurs médicamenteuses. Donc il y avait un questionnaire pour ces craintes-là, et puis il y avait aussi d'autres questionnaires sur à quel point est-ce que les infirmières mettaient la sécurité des patients en premier objectif à atteindre dans l'exercice de leur métier. Est-ce qu'elles pensaient que épargner les sentiments de leurs collègues, c'était important? Est-ce que quand elles voyaient un collègue faire une erreur, est-ce qu'elles pensaient qu'il ne fallait pas l'embêter, il fallait qu'il sauve la face et donc il ne fallait pas signaler son erreur? Et puis, quels étaient leurs rapports à la hiérarchie? Et puis, ils regardaient si des caractéristiques sociodémographiques des infirmières avaient un impact sur ces différentes caractéristiques de comportement et, in fine, sur la peur de signaler des erreurs médicamenteuses. Donc, si on prend par exemple la dernière, donc est-ce que les infirmières actuellement ont un poste de junior ou un poste d'intermédiaire ou de senior? Ça, je ne sais plus dans quel pays ça se faisait, mais visiblement, c'est très hiérarchisé. Et ici, on disait que la classe
de référence, le niveau de base, c'était les infirmières juniors. Et puis, on donne le bêta sur le score de crainte de signaler une erreur médicamenteuse des infirmières intermédiaires ou seniors par rapport aux juniors. Et bien, le bêta, c'est tout simplement en fait la différence de moyenne entre les juniors et les seniors. Donc là, on peut dire que le score de crainte de déclaration d'erreur des infirmières expérimentées est en moyenne 0,20 points, 0,21 points supérieur au score des infirmiers débutants. Alors du coup, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils appellent ça bêta et pas différence de moyenne? Eh bien, c'est parce que c'est le résultat d'un modèle linéaire et que classiquement, en stats, on appelle ça bêta. Mais en fait, derrière, c'est vraiment très très proche. Puis on verra quand on fera les analyses multivariées que des fois, il y a des petites nuances. Alors, encore une question WooClap. Ici, on a un tableau avec, on est à nouveau sur l'étude qui comparait l'efficacité du gingembre par rapport au contrôle sur les nausées après vomissement. Et puis là, on est sur un critère qui est est-ce que les patients ont vomi au moment du réveil ou pas. Et donc, dans les deux groupes, on a le nombre de patients total et puis le nombre de patients qui ont eu l'événement. Donc là, on est sur une variable binaire, avoir eu des vomissements ou pas. Donc, dans chacun des deux groupes, alors c'est peut-être pas très clair le chacun des deux groupes, la bonne réponse attendue, c'était 65. Dans le groupe gingembre, il y a eu 4 patients qui ont vomi au réveil. Et du coup, eh ben, le risque de vomissement dans le groupe gingembre, c'est de 4 divisé par 65. Donc, c'est avec ça qu'on commence à évaluer l'association entre prendre du gingembre et puis avoir le risque de vomissement au réveil. Donc, 4 patients qui ont vomi sur 65 patients dans le groupe, ça fait un risque de vomissement dans le groupe gingembre de 0,06. Si on fait pareil dans le groupe contrôle, on a 33 patients qui ont vomi sur 65 au total, ça fait un risque de vomissement à quasiment à peine plus de 1 chance sur 2 de vomir au réveil. Bon, là, on se dit, OK, il y a une grosse différence de risque de vomissement entre les deux. Donc là, vous voyez que j'ai appelé ça risque parce qu'on est en train de parler de mesures d'association, mais finalement, c'est des pourcentages. Hein. C'est exactement les calculs qu'on a fait tout à l'heure sur des pourcentages. Et la première chose qu'on a envie de faire avec ça, c'est ce qu'on appelle un risque relatif. Le risque relatif, c'est le risque chez les patients étudiés par rapport au risque chez les patients du groupe contrôle. Ça donne un risque relatif à 0,12, ce qui signifie que, je ne sais plus si j'ai écrit l'interprétation, oui, le risque de vomissement au réveil est multiplié par 0,12 dans le groupe gingembre par rapport au groupe contrôle. Alors de la même manière que dans les pourcentages, il fallait toujours dire de quelle population on partait, et bien là ici, quand on parle de risque relatif, il faut toujours dire par rapport à quel groupe on se place. Est-ce que c'est le groupe ginger par rapport au contrôle ou est-ce que c'est le contrôle par rapport au ginger? On a le droit de faire les deux, hein, là encore, on fait comme on veut, mais classiquement, on met quand même le groupe contrôle au dénominateur. Donc ça, c'est le risque relatif. C'est un calcul très simple qui peut se mettre très simplement dans une phrase comme ça. C'est la mesure d'association par excellence. Dans les articles, elle peut s'appeler relative risk, rate ratio, risk ratio. Bon, à chaque fois, c'est le RR. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est une mesure multiplicative. Donc, en épidémio, c'est ce qu'on appelle les mesures d'association. Et
les valeurs du risque relatif vont de 0 à l'infini et la valeur neutre, c'est 1. Entre 0 et 1, ça veut dire que c'est un facteur protecteur. Donc là, le ginger avec un risque relatif à 0,12, ça protège contre les vomissements. Et si c'est supérieur à 1, ben, c'est un facteur de risque. Souvent, dans les articles, dans le texte des articles, ce qu'on utilise, ce n'est pas le risque relatif, mais la réduction du risque relatif, qu'on abrévie par RRR et qui est 1 moins RR. Donc ça, on utilise ça parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile à mettre dans une phrase en français. Par exemple, le risque de décès était 17% plus faible parmi les patients qui ont reçu une évaluation, enfin qui ont bénéficié d'une évaluation par une infirmière, par rapport aux patients qui n'avaient pas été évalués par une infirmière. Et entre parenthèses, ils nous redisent que le risque relatif, il est à 0,83. Donc 17%, c'est 0,17, c'est 1 moins 0,83. Autre exemple de phrase qui utilise ça, parmi les personnes qui n'avaient pas reçu de traitement anticancéreux, le fait d'être évalué par une infirmière spécialiste était associé à un taux 12% plus élevé, donc là maintenant c'est pas plus bas, c'est plus élevé, de réhospitalisation imprévue. Donc là, quand c'est plus élevé, ben, ça correspond à un risque ratio, un risque relatif qui est supérieur à 1, qui est à 1,12. Quand on fait 1 moins 1,12, on se retrouve avec moins 0,12, mais quand on le remet à l'envers dans une phrase en français, enfin à l'endroit dans une phrase en français, ça donne un taux 12% plus élevé. Voilà, donc là, pour bien comprendre ça, généralement, il faut aller chercher le vrai risque relatif pour croiser les infos entre les tableaux et le texte et vérifier qu'on a bien compris ce que voulaient dire les auteurs. Le hazard ratio, c'est une mesure d'association, donc mesure multiplicative du risque, qui est utilisée pour les variables censurées. Donc quand on fait une courbe de Kaplan-Meier, ce qu'on va vous donner derrière comme mesure de risque, c'est le hazard ratio. C'est tout ce qu'il faut savoir là-dessus. Il marche exactement comme un risque relatif. Il va de 0 à l'infini avec une valeur neutre à 1. Et puis là, c'est un exemple de résultat d'étude où on a la courbe de Kaplan-Meier qui montre ce qui se passe dans le groupe contrôle. Donc là, c'était une étude interventionnelle où on essayait de prévenir la survenue d'accidents cardiovasculaires avec des régimes méditerranéens supplémentés en noix ou supplémentés en huile d'olive. Donc par rapport au groupe contrôle qui avait juste des conseils diététiques généraux, ceux qui étaient supplémentés en huile d'olive ou en noix, eh ben, on voyait qu'ils avaient les événements beaucoup plus lentement que ceux qui n'avaient pas de supplémentation. Et puis, bah, sur la même figure, directement, il nous donne le hazard ratio. Donc, supplémentation en huile d'olive par rapport au groupe contrôle 0,70. Donc, ça veut dire que le risque d'événements cardiovasculaires graves est diminué de 30% quand on a une supplémentation par l'huile d'olive que quand on a simplement des conseils diététiques. Donc, vous ne posez pas plus de questions que ça. Quand vous voyez HR, c'est comme un risque relatif. C'est vraiment pareil. L'odds ratio, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que ça ne s'interprète pas tout à fait comme un risque relatif. Alors, ce qui ressemble au risque relatif, c'est qu'il s'étend de 0 à l'infini avec 1 qui est la valeur neutre. Donc ça ne change pas. Mais par contre, c'est faux de dire la chose suivante. Donc ça, j'ai retiré de l'article d'un article, donc ouais, je vous avais présenté des résultats, mais sans vous détailler l'article. Bon, je sais plus, ou alors c'était dans une autre intervention. Donc c'est un article qui comparait la Suisse et l'Autriche sur l'utilisation de contention physique chez les patients en soins aigus. Et un des facteurs qu'ils utilisaient pour expliquer pourquoi est-ce que les patients avaient une contention, c'était d'évaluer la dépendance aux soins des patients. Donc, ils avaient une échelle de dépendance aux soins. Et puis, ils ont calculé que pour les patients qui étaient complètement dépendants, donc avec un score vraiment maximal à cette échelle de dépendance, par rapport aux patients qui étaient complètement indépendants, eh bien, ils ont calculé que l'odds ratio était à 25. Et en fait, avec l'odds ratio, on n'a pas le droit de dire,
dans une phrase en français que les patients complètement dépendants ont 25 fois plus de risques d'avoir une contention physique que les patients complètement indépendants. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit? Parce que derrière, le calcul est très différent. Si on a notre tableau à 4 cases avec contention physique, oui, non, patient dépendant, oui, non, avec ces chiffres-là. Si on calcule parmi les patients qui sont dépendants le risque de contention physique, eh ben, on prend ceux qui ont une contention sur le total. Donc le calcul des risques, c'est le nombre qui ont l'événement sur le total. Et donc pour calculer le risque relatif, on prend le risque de contention chez ceux qui sont dépendants sur le risque de contention chez ceux qui sont indépendants. L'odds ratio, c'est complètement différent parce que odds, en fait, c'est les cotes. Hein, ceux qui s'intéressent un peu aux paris comprendront plus vite que les autres. Les cotes, la division, c'est oui divisé par non. Donc en fait, l'odds de contention chez les patients qui sont dépendants, c'est 312 divisé par 453. Ce n'est pas 312 divisé par 765. Et donc derrière, avec ces chiffres-là, vous voyez qu'on tombe sur l'odds ratio qu'on nous a donné dans l'article, 25, mais sauf que le risque relatif, il est que à 15. Ça vient des différences de calcul de définition. Et donc la conséquence générale de ces différences de calcul, c'est que l'odds ratio, il est toujours plus loin de 1 que le risque relatif. Donc là, on avait un risque relatif supérieur à 1, qui montrait qu'il y avait un facteur de risque. Et bien l'odds ratio, il est supérieur au risque relatif. Et quand on a un risque relatif qui est inférieur à 1, qui montre un facteur protecteur, l'odds ratio, il va être inférieur au risque relatif. Donc si on croit que la valeur de l'OR, c'est la valeur du risque relatif, et bien en fait, on surestime notre interprétation. On croit que l'association entre la dépendance et la contention physique, elle est super forte, alors qu'en fait, elle est que très très forte. Donc généralement, quand on a la valeur d'un OR, on ne peut pas l'interpréter comme un risque relatif, à une exception près, si le critère de jugement, c'est-à-dire l'événement qu'on considère, donc ici avoir une contention physique, si cet événement est rare dans le groupe de référence. Donc ça se voit sur ce schéma-là. Si on part d'un risque ratio, donc un risque relatif à 3, et que le risque de base représenté ici en noir est à 1%, et bien là, la valeur de l'odds ratio, elle est très proche de 3. Donc là, on a le droit de faire l'extrapolation. Par contre, si le risque de contention dans la population, il est à 10%, et qu'on part d'un risque relatif de 3, et bien on arrive à un odds ratio à 3,8, donc qui est déjà très surestimé. Donc attention à l'odds ratio, si c'est la première fois que vous en entendez parler, soyez précautionneux et puis n'interprétez pas sa valeur directement. Et puis si vous voulez aller plus loin, et bien regardez dans le groupe contrôle le pourcentage d'événements, et puis s'il est inférieur à 1%, là vous avez le droit de le faire. Alors, est-ce que je peux continuer pendant encore 5 bonnes minutes? Ouais? Oui, vas-y. Sophie dit oui. OK. Maintenant, comment est-ce que ça se présente dans les tableaux, toutes ces mesures d'association? Donc là, ce que je vais vous dire, ça va compter pour les bêtas de tout à l'heure, pour les OR, pour les RR et pour les HR. Souvent, c'est présenté comme ça, avec toute une liste de variables, et puis à côté, l'OR correspondant. Alors, quand vous êtes dans une variable en classe, donc ici, par exemple, donc on est toujours dans l'étude qui évalue le risque d'avoir une contention physique, et puis on regarde plusieurs variables. La première qu'on regarde, c'est le pays. Est-ce que ça s'est passé en Autriche ou en Suisse? Ben là, la première chose à faire quand on a une variable en classe, comme on est dans des mesures multiplicatives, donc on est par rapport à une classe de référence, il faut du coup repérer la classe de référence. Donc dans les tableaux, elle peut être indiquée comme ça avec référence. Alors là, c'est un peu décalé. Ils l'ont mise en face de pays. Ils auraient dû le mettre en face de Autriche. Hein. La variable pays, elle a deux valeurs, Autriche et Suisse. Une valeur Autriche qui est la référence. Et par rapport à cette référence, quand on est hospitalisé en Suisse, on a plus de risques d'avoir une contention physique avec un OR à 2,23. Bon, parfois,
la classe de référence, elle est complètement évidente. Là, pour le sexe, ils ont mis juste une ligne pour sexe féminin. Avec 0,8, on se doute bien que la classe de référence, du coup, c'est sexe masculin. Et que du coup, ça veut dire que les femmes ont un plus faible risque d'avoir une contention physique que les hommes. L'âge, ici, c'est une variable continue. Hein. Il nous donne l'âge en années. Ça veut dire que c'est une variable continue. Et dans ces cas-là, il nous donne un seul odds ratio, qui est ici à 1. On ne sait pas si c'est protecteur ou pas, ou si c'est complètement égal. Et en fait, quand il y a un seul odds ratio pour une variable continue, c'est que c'est l'odds ratio pour une augmentation d'une unité d'âge. Donc, ici, on n'a pas d'exemple dans ce tableau avec une variable continue qui a un odds ratio à 2, mais par exemple, si pour l'âge, ça avait été 2, eh bien, ça aurait voulu dire qu'à chaque fois que vous avez un an d'âge en plus, votre risque augmente avec un odds ratio de 2. Donc, à chaque fois que vous avez une année d'âge en plus, eh bien, ça se remultiplie. Voilà, c'est pour ça que quand on a une seule année d'âge en plus, ben, en fait, ça change vraiment pas grand-chose au risque de contention. Hein. Avoir 79 ans par rapport à 78, c'est pas ça qui va changer énormément votre risque de contention. Si on avait mis l'âge pour 10 ans, et ben là, sur 10 ans, on aurait pu voir un odds ratio un peu plus important qui aurait montré que plus on est âgé, quand même, plus on a un risque de contention. Là, je ne vous donne pas tous les résultats de l'article, mais c'est ce qui se voyait dans l'article. Donc voilà pour les variables binaires et les variables continues. Et puis, il y a une dernière chose, c'est les variables en classe avec plusieurs classes. Donc par exemple, le niveau de dépendance, là, qui a été évalué avec une échelle de dépendance, mais pour lesquels ils nous ont donné les résultats en classe, en séparant les patients entre score supérieur à 70 complètement dépendant, entre 60 et 69 majoritairement indépendant, et ainsi de suite. Donc là, on voit que pour une seule variable qui est la dépendance aux soins, on a plusieurs classes. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a toujours une classe de référence, qui ici aussi est décalée. En fait, la classe de référence, c'est les patients qui sont complètement indépendants. Et en fait, tous les autres ratios, ils vont se rapporter à cette classe de référence. Ils ne se rapportent surtout pas à la classe qui est juste inférieure. Donc là, comment est-ce qu'on peut interpréter ces résultats? Si on prend les patients qui sont en grande partie indépendants, on peut dire les patients en grande partie indépendants ont un plus grand risque de contention par rapport aux patients complètement indépendants, avec un OR à 2,56. Donc là, vous voyez que comme c'est un OR, je n'ai pas le droit de dire les patients en grande partie indépendants ont 2,56 fois plus de risque que les patients complètement dépendants d'avoir une contention physique. Et puis, la dernière classe, les patients qui sont complètement dépendants avec un OR à 25, et bien là aussi, je me rapporte à la classe de référence complètement indépendant. Et je dis les patients complètement dépendants ont un plus grand risque de contention par rapport aux patients complètement indépendants, OR à 25. Donc, pour ce qui est de l'application des statistiques en médecine, je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux analyses multivariées, aux indicateurs utilisés dans les études diagnostiques et pronostiques, et puis à l'inférence statistique. Donc ça, je vous brosse le paysage de ce qu'il est possible de faire avec les méthodologistes des différents établissements. Et puis, pour tout ce qui est études qualitatives, eh bien, il faut qu'on passe la main à d'autres personnes éventuellement. Du coup, j'ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Claire. Noémie, je ne sais pas si j'ai pas relevé de questions dans le chat, mais je pense que c'était tellement dense et on a dû être tellement concentrés pour à la fois suivre, répondre aux questions et tout. Je pense qu'on n'a vraiment même pas eu le temps de penser à une question. Ça veut dire que, de mon point de vue, c'était vraiment, on était captivés. Je ne sais pas, Noémie, si tu as la même impression derrière ton écran. Tout à fait, oui. C'était très, en plus, très interactif avec les questions sur Wooclap, donc ça a permis d'être attentif et voilà, et de comprendre avec les exemples. C'est vraiment, vraiment sympa d'avoir des exemples qui illustrent tout ça et de pouvoir s'entraîner. Donc,
voilà, je pense, bon, effectivement, il n'y a pas de questions sur le chat, il n'y a pas non plus de questions dans l'onglet questions. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent maintenant en poser un petit peu. Ça paraissait très clair, en tout cas, de mon point de vue. Voilà, et puis du coup, pour les Moi, prochains… Oui, dis-moi, Claire. Pardon. Oui, moi j'ai le temps. On peut faire une petite pause et puis voir si des questions arrivent. Hein. C'est sûr que c'est pas forcément possible de les poser en live. Juste pour les prochains webinaires, pour les quelques personnes qui sont connectées, on fera une diffusion, une communication un peu plus large. Le prochain webinaire, ce sera le 25 janvier. Et d'autres webinaires de Claire Duflo, on va caler les dates peut-être fin du premier semestre ou deuxième semestre 2022. On verra ça. On fera une communication un petit peu plus précise sur tout ça. Non, je crois qu'on est tous en train, on va tous, je pense qu'effectivement, comme tu disais, Claire, il faut maintenant, c'est de l'entraînement, c'est se poser des questions chaque fois quand on lit un article, quand on voit un graphique, quand on voit un RR, un OR, un je ne sais quoi, d'aller vraiment se poser un peu et réfléchir à tout ça. Oui, ce qu'il faut, ce qui est souvent très éclairant dans les articles, c'est d'aller pister les effectifs. Essayer de bien suivre les effectifs des différents groupes, qui était exposé, qui a eu l'événement, et en croisant ces différentes informations dans l'article, c'est là qu'on comprend énormément de choses. On a des remerciements en tout cas qui arrivent. Ah bah cool. C'est très clair, merci beaucoup. C'est sympa. C'est très bien. Voilà, encore des remerciements, des gens qui vont aller s'exercer et voilà. Mais oui, après c'est toi qui es là pour ça aussi, Sophie. Oh bah, là, moi aussi, moi j'ai besoin, vraiment, j'ai besoin de m'exercer. Je serais complètement incapable d'aller raconter ça. C'est pour ça qu'on fait appel à toi, aux méthodos qui nous expliquent de façon pédagogique comme ça toutes ces choses-là. Peut-être on les a entendues il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais si on pratique pas, ben ça. Bah oui. Voilà. Donc voilà, et ben on sera vigilant et content, l'impression d'avoir appris quelque chose aujourd'hui. Donc ça c'est super. Je pense qu'on va pouvoir peut-être couper le séminaire et se dire vous souhaitez à tous de bien prendre soin de vous, de fêter de belles fêtes de fin d'année, de tenir bon. Et à très bientôt. Oui, bonne fête à merci tous. Beaucoup. Bonnes vacances, bonnes fêtes, profitez-en quand même. Au revoir. Au revoir tout le monde.